La cabine de première classe s'est figée dans un silence oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle, lorsque Marc Julien, le PDG impitoyable de TechSecure Innovations, brandit son badge d'entreprise sous le nez de l'hôtesse de l'air qui, il y a à peine 20 minutes, avait osé traiter ses enfants de petites voleurs potentiels et les avait traînés hors de leur siège comme des criminels de bas étage. Ses yeux, d'ordinaire calmes et calculateurs, flamboyaient maintenant d'une rage contenue, une fureur qui bouillonnait depuis les tréfonds de son âme, forgée dans les rues de Chicago, où il avait appris à transformer chaque regard méprisant en carburant pour sa réussite fulgurante. Trop tard pour les excuses balbutiantes de cette Sophie Moreau, cette blonde aux cheveux impeccablement laqués dont le sourire factice s'effritait comme du plâtre craquelé. Son téléphone, glissé discrètement dans la poche de sa veste sur mesure, enregistrait déjà chaque mot, chaque regard fuyant, et demain, cette compagnie aérienne française, non, cette multinationale arrogante qui se drapait dans les couleurs tricolores pour masquer ses préjugés viscéraux, paierait le prix exorbitant de sa discrimination flagrante. Un prix qui ébranlerait ses fondations et exposerait au grand jour les fissures racistes de son empire, soi-disant inclusif. Avant de plonger dans cette histoire qui vous fera bouillir de colère, comme elle m'a fait bouillir en l'écrivant, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Paris, Marseille, Lyon, ou même de l'autre côté de l'Atlantique, et si vous avez déjà été témoin d'une injustice raciale qui vous a noué la gorge, likez cette vidéo pour crier « Justice pour tous » et commentez « Justice » suivi de votre propre histoire courte, comme « Justice, j'ai été contrôlé 3 fois à la douane pour rien », pour que nous puissions unir nos voix et transformer cette rage en vague de changement. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les suites de ces récits qui démasquent l'hypocrisie du monde et frappez ce bouton de notification pour que la vérité ne soit jamais étouffée. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans les méandres de cette confrontation explosive où chaque seconde est une décharge d'adrénaline et de fureur pure. Marc Julien n'était pas un homme à sous-estimer. À 45 ans, il avait bâti TechSecure Innovations depuis son modeste garage à Atlanta, transformant une idée géniale en un géant de la cybersécurité coté en bourse, valorisé à 2,5 milliards de dollars, et l'une des rares entreprises dirigées par un noir à percer les remparts du Fortune 500. Chaque pas en avant avait été arraché à coups de griffe, sous le feu croisé d'un scepticisme doublé pour les Blancs, d'un pardon divisé par 2 pour les erreurs qu'ils n'avaient même pas commises. Ce matin-là, la lumière filtrant à travers les baies vitrées de leur villa d'Atlanta caressait les visages déterminés de ses jumeaux de 16 ans, Alia et Amir Julien, qui avaient hérité de son esprit analytique acéré et de l'âme créative de leur mère disparue trop tôt, un cocktail explosif qui leur avait valu des places convoitées au concours national des jeunes innovateurs en STEM à San Francisco. Tu as sauvegardé ta présentation en 3 endroits différents? Demanda Marc en tendant à Alia sa tablette high-tech, sa voix grave, résonnant comme un rappel solennel des leçons qu'il avait gravées en eux depuis l'enfance. Alia roula des yeux avec une affection espiègle, ses tresses noires ornées de perles bleues dansant sur ses épaules athlétiques. Cloud, disque externe, email et même des copies papier, papa. Sérieusement, tu nous as appris mieux que ça. Marc sourit, mais ses yeux trahissaient une fierté mêlée d'inquiétude, une ombre persistante née des souvenirs de son propre parcours. Élevé dans le South Side de Chicago, où son père avait enchaîné les doubles shifts à l'usine pendant 30 ans pour grappiller chaque centime destiné à ses études. Ce sacrifice l'avait propulsé dans une université d'État, où il avait dormi plus souvent dans le labo informatique que dans sa chambre, codant nuit et jour les algorithmes de sécurité qui deviendraient le socle de TechSecure. Aujourd'hui, il veillait à ce que ses enfants ne butent pas contre les mêmes murs invisibles qu'il avait dû escalader à main nue. Leur chauffeur chargea les valises dans la limousine de l'entreprise pendant que Marc relisait son agenda surchargé.
Les jumeaux resteraient 5 jours à San Francisco pour le concours. Il assisterait aux 2 premiers jours avant de rentrer pour une réunion cruciale du conseil d'administration. L'aéroport international d'Atlanta bourdonnait du chaos matinal habituel lorsque leur voiture s'arrêta au terminal des départs. Au comptoir de première classe, le téléphone de Marc vibra avec insistance. L'écran affichait le nom de sa directrice des opérations, Léa Bertrand. « Je dois prendre cet appel », dit-il aux jumeaux en s'écartant légèrement. « Allez-y, récupérez vos cartes d'embarquement. » La voix de Léa était tendue comme un câble d'acier sur le point de rompre. « On a un problème avec le contrat du département de la Défense. Leur équipe de sécurité affirme que notre protocole de chiffrement a une porte dérobée. C'est impossible, on a testé ça pendant des mois. » Marc serra la mâchoire, sentant une vague de frustration monter. Ce contrat représentait 30% de leurs revenus projetés pour l'année fiscale. Le perdre serait un coup fatal. C'est absurde. Ils menacent de se retirer si on ne règle pas ça immédiatement. Leur équipe attend pour une visioconférence d'urgence. Marc consulta sa montre. L'embarquement commençait dans 40 minutes. Préparez-la. Je trouve un coin tranquille. Il revint vers les jumeaux, qui brandissaient fièrement leurs cartes d'embarquement première classe, leurs yeux pétillants d'excitation juvénile. « Urgence au boulot », expliqua-t-il, la gorge nouée par le regret de les laisser seuls. « Allez à la porte sans moi. Si je suis en retard, embarquez et gardez mon siège. » Il glissa 100 $ à chacun. « Prenez ce que vous voulez au terminal. » Amir, le plus pragmatique des deux, hocha la tête avec sérieux, ajustant ses lunettes cerclées d'acier, un tic nerveux hérité de son enfance. « On gère, papa. Sauve encore la boîte. » Alia ajouta avec un clin d'œil complice. « Comme d'hab. » Marc les regarda s'éloigner vers les contrôles de sécurité, la silhouette élancée d'Amir attirant déjà des regards obliques des passants, les tresses d'Alia se balançant comme un étendard de défi. Un pincement au cœur le traversa, cette anxiété viscérale d'un père noir en Amérique, où chaque pas de ses enfants dans le monde était une danse sur le fil du rasoir. Il leur avait enseigné à naviguer ces eaux troubles, être exceptionnels sans menacer, affirmer leurs droits sans escalader les tensions. Des leçons que nul parent ne devrait prodiguer, mais qu'ils récitaient comme un mantra depuis la mort de leur mère. Pressé par le temps, il se hâta vers le salon à faire de la compagnie, ignorant les coups d'œil en coin que subissaient les jumeaux dans le terminal. La vieille blanche qui serrait son sac comme si Amir allait le lui arracher, l'agent TSA qui scrutait l'identité d'Alia 2 fois plus longtemps que celle des ados blancs derrière elle. Les jumeaux, eux, enregistraient tout cela depuis des années, décryptant le langage subtil du préjugé comme un code malveillant. Mais aujourd'hui, leur esprit était drivé au concours. Ils avaient mérité leur place, et rien ne les détournerait de briller sous les projecteurs de MIT, Stanford et Google. Ils ignoraient encore que, avant même d'atterrir à San Francisco, ils affronteraient un mur de haine brute, une épreuve que nulle préparation n'aurait pu anticiper, une humiliation qui les marquerait au fer rouge et déclencherait une tempête de rage collective. La porte 7 grouillait de monde lorsque Alia et Amir arrivèrent, l'écran digital annonçant l'embarquement imminent pour San Francisco dans 15 minutes. Ils s'assirent près du guichet, Amir sortant immédiatement sa tablette pour relire leur présentation, ses doigts volant sur l'écran avec la précision d'un hacker en mission. Alia balaya la foule du regard, notant les hommes d'affaires blancs en costume taillé sur mesure qui se massaient déjà pour l'embarquement prioritaire. « C'est nous aussi », murmura-t-elle en donnant un coup de coude à son frère. Amir leva les yeux, déconnecté un instant de ses algorithmes complexes. « Ouais, papa est pas encore là. » Alia vérifia son téléphone. Pas de message. Il a dit d'y aller sans lui si besoin. Ils ramassèrent leurs bagages cabine et rejoignirent la file prioritaire. Une hôtesse aux cheveux blonds impeccables et au sourire pincé vérifiait les cartes. Sophie Moreau, d'après son badge. « Carte d'embarquement, s'il vous plaît »,
lança-t-elle à un couple blanc âgé qui présenta les leurs. Elle les scanna en un clin d'œil, son sourire s'élargissant comme une fleur sous le soleil. « Bienvenue à bord, monsieur et madame Dupont, bon vol. » Lorsque les jumeaux s'avancèrent, son expression se figea, ses yeux bleus s'étrécissant en fente suspicieuse. « Carte. » Alia tendit les deux, la voix ferme. « On est en première, siège 3A et 3B. » Sophie examina les documents avec une lenteur exagérée, alternant regards entre les billets et leur visage, comme si elle cherchait une faille invisible, une preuve de supercherie dans la courbe de leurs joues ou la teinte de leur peau. « Ce sont des billets de première classe, » déclara-t-elle d'un ton condescendant, comme s'il l'ignorait. « Oui, » répondit Amir poliment, sa voix stable malgré le malaise qui montait. « Notre père les a réservés. »« Et où est votre père ?» Sophie scruta derrière eux, comme si un adulte invisible devait surgir pour valider leur existence. « Il est en appel pro », expliqua Alia, gardant son calme malgré la chaleur qui lui montait aux joues. « Il nous rejoint bientôt. » Les lèvres de Sophie se pincèrent en une ligne mince. « Je vois. Et qui a acheté ces billets ?» Derrière eux, un homme d'affaires blanc dans la cinquantaine s'impatienta, tout sautant bruyamment. Les jumeaux échangèrent un regard fugace, reconnaissant le schéma familier. Ces questions incessantes, réservées aux noirs, jamais aux blancs, qui glissaient comme dans du beurre. « Notre père, » répéta Amir, « Marc Julien, PDG de Tech Secure Innovations. »« Tech Secure » répéta Sophie lentement, comme si elle testait la plausibilité du nom, sa voix traînante chargée de doute. Jamais entendu parler. « C'est une firme de cybersécurité, » précisa Alia, sa patience s'effritant comme du verre sous pression. « Maintenant, on peut embarquer? Nos sièges sont confirmés. » Au lieu de rendre les cartes, Sophie se tourna vers son collègue, l'agent de porte, un homme maigrelet nommé Pierre Duval. « Pierre, tu peux venir une seconde? » Pierre s'approcha, l'air neutre mais curieux, ses yeux glissant sur les jumeaux avec la même suspicion larvée. « Ces deux jeunes ont des billets de première, » expliqua Sophie, soulignant « jeunes » d'une façon qui puait le racisme à plein nez, comme si leur âge et leur couleur les disqualifiaient d'office. Leur père les aurait achetés, mais il n'est pas là. Pierre prit les cartes, les scrutant avec une minutie superflue, ses lèvres remuant silencieusement comme s'il lisait un texte en langue étrangère. « Acheté il y a 3 semaines, » corrigea Amir. « Papa réserve toujours à l'avance. » L'homme d'affaires derrière eux intervint, la voix tonnante d'indignation. « Excusez-moi, y a un problème? Ces gosses sont des billets valides, non? »« Monsieur, on vérifie juste des infos, » répliqua Pierre d'un ton sec. « Passez à la file générale si vous êtes pressé. »« Moi aussi je suis en première, » rétorqua l'homme, son visage rougissant de colère. « Et j'apprécie pas ce que je vois, du profilage pur et simple. » Sophie rougit violemment, ses joues prenant la teinte d'une tomate trop mûre. « Monsieur, on suit juste le protocole pour les mineurs non accompagnés. »« On a 16 ans, » coupa Alia, la voix tremblante mais résolue. « On n'a pas besoin d'escorte. Et je parie que vous ne fouillez pas l'identité de tout le monde comme ça. » L'homme ajouta, les poings serrés. « Exactement. C'est du racisme déguisé en procédure. » Plus de passagers remarquaient le blocage. Des murmures s'élevaient comme une marée montante, un mélange de curiosité malsaine, d'agacement et de solidarité naissante. Pierre tira Sophie à l'écart pour un conciliabule chuchoté. Les jumeaux n'en saisirent que des bribes. Billets légitimes, pas de politique contre, scène en public. Pendant ce temps, Alia tenta d'appeler leur père, mais tomba sur la messagerie. « Papa, on a un souci pour embarquer. Rappelle-nous vite. » Elle se tourna vers Amir. Il doit encore être en conf. Après une éternité qui sembla durer des heures, Sophie et Pierre revinrent. Pierre afficha un sourire forcé, aussi faux qu'un billet de Monopoly.
On doit vérifier ces billets au comptoir billetterie. Écartez-vous un instant. Pourquoi? Demanda Amir, sa voix ferme comme un roc. Nos billets sont valides. Vous les avez déjà checkés. C'est une précaution, insista Sophie, les yeux fuyants. Il y a eu des cas de fraude aux billets récemment. L'homme d'affaires ricana bruyamment. Drôle, la fraude aux billets, ça n'arrive qu'à certains passagers, hein? Pierre lui lança un regard d'avertissement avant de se retourner vers les jumeaux. Ça ira vite, les autres doivent embarquer. À contre-cœur, Alia et Amir s'écartèrent, l'humiliation suintant de chaque pore de leur peau. L'homme d'affaires présenta son billet à Sophie, qui le scanna d'un geste fluide et le fit passer avec un sourire radieux. Un à un, les autres passagers de première défilèrent, aucun n'ayant à subir ce troisième degré raciste. Les minutes s'étiraient en une torture infinie, les jumeaux regardaient la moitié de l'avion embarqué sans eux, classe affaires, puis économie, jusqu'à la file 6, celle des retardataires. « C'est ridicule, » murmura Alia, les larmes de rage lui piquant les yeux. « Papa va péter un câble. » 20 minutes d'enfer plus tard, Pierre revint enfin. « Vérifiez, vous pouvez embarquer. » Pas d'excuses, pas d'explication pour le retard infligé, juste une admission réticente que les billets, qu'il savait légitimes depuis le début, l'étaient bel et bien. Tandis qu'il descendait de la passerelle, Amir chuchota à sa sœur. « On texte papa pour l'inquiéter pendant son appel? »« Attendons qu'il arrive, » décida Alia. Le pire est passé. Hélas, pour les jumeaux. Julien, leur calvaire ne faisait que commencer, une spirale de mépris qui les plongerait dans l'abîme de l'injustice, allumant une mèche de révolte qui embraserait le monde entier. L'intérieur du Boeing 787 luisait d'un luxe stérile en première classe, siège en cuir large qui s'inclinait presque à plat, écran personnel diffusant des messages de bienvenue et hôtesse offrant des boissons pré-départ aux passagers déjà installés, ces blancs aisés qui sirotaient leur champagne sans un soupçon de doute sur leur droit à ce trône céleste. Alia et Amir progressèrent dans l'allée, sentant peser sur eux les regards curieux des témoins de leur embarquement retardé, un mélange de pitié et de jugement qui les transperçait comme des aiguilles. Sophie Moreau, qui avait embarqué avant eux, rangeait des objets dans la gale au front de la cabine. À leur vue, son sourire s'évapora, remplacé par un rictus de surveillance, comme un gardien jalousant des intrus dans son domaine. 3A et 3B, murmura Amir, indiquant leur siège assigné, fenêtre et milieu de la troisième rangée. Un passager blanc âgé en 3C leva les yeux de son journal, surpris un instant par leur approche, ses sourcils se fronçant en une ride de désapprobation muette. Alia offrit un sourire poli en passant devant lui pour atteindre la fenêtre. « Excusez-moi » L'homme hésita, son corps se raidissant comme si leur proximité le contaminait, avant de se lever à contre-cœur, son expression indéchiffrable mais lourde de ce malaise blanc si familier. À peine installée, Sophie surgit au-dessus d'eux, planant comme un vautour. « Je peux revoir vos cartes d'embarquement ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, mais ses yeux durs comme le silex trahissaient son mépris. Alia soupira profondément, sortant son billet de sa poche. Amir fit de même. Sophie les examina avec une théâtralité grotesque, plissant les yeux comme si des symboles secrets y étaient cachés. Il y a une confusion. Ces sièges sont en première classe. Oui, répondit Amir d'un ton égal, retenant la tempête qui grondait en lui. C'est pour ça qu'on y est assis. Il doit y avoir une erreur, insista Sophie, sa voix montant d'un octave, chargée d'une autorité factice. Ces sièges sont réservés à nos clients premium. Une femme de l'autre côté de l'allée releva la tête brusquement. C'était une noire élégante dans la quarantaine, aux cheveux crépus en chignon sophistiqué, portant un pull en cachemire et des lunettes de designer. Elle observa l'échange avec une inquiétude croissante, ses lèvres se pinçant en une ligne de solidarité silencieuse.
Nos billets sont corrects, affirma Alia fermement, sa voix chevrotant légèrement sous l'effort de ne pas exploser. Vous les avez vérifiés 2 fois déjà. Le sourire de Sophie se crispa comme une plaie infectée. Peut-être que vous avez mal compris le processus d'embarquement. Ce sont peut-être des upgrades en attente non traités. Je suis sûr que vos vrais sièges sont en économie. Non, dit Amir, sa voix calme mais ourlée de frustration, comme un volcan prêt à cracher sa lave. Papa a acheté ses billets de première spécifiquement. Pas d'erreur. Et où est votre père? Répéta Sophie, bien qu'elle connût déjà la réponse du guichet. Il nous rejoint, répondit Alia. Il finit son appel. La femme de l'autre côté intervint enfin, sa voix portant l'autorité tranquille d'une femme habituée à se faire entendre dans des salles de réunion dominées par des hommes blancs. « Excusez-moi, mais y a-t-il un problème? Ces jeunes ont montré leurs billets plusieurs fois. » L'attention de Sophie se tourna vers elle comme un serpent frappant. « Ça ne vous concerne pas, madame. »« Au contraire, je pense que si. » répliqua la femme, se redressant avec une dignité royale. « Je suis le docteur Elena Vasquez, et je m'inquiète du traitement réservé à ses passagers. » Le visage de Sophie tiqua, reconnaissant vaguement le nom, une chirurgienne renommée sans doute, mais elle se reprit vite. « Je m'assure juste que tout le monde est à sa place assignée, docteur. Procédure standard. » Est-ce que procédure standard de questionner les mêmes passagers 3 fois quand leurs documents sont en ordre? Demanda le docteur Vasquez d'un ton acéré, ses mots coupant comme un scalpel. Avant que Sophie ne puisse répliquer, un steward en uniforme, avec une épingle de superviseur, s'approcha. « Un problème ici, Sophie? »« Monsieur Duval, » dit Sophie avec un soulagement visible, comme si un sauveur venait de descendre des cieux. Ces jeunes prétendent avoir des billets de première, mais il y a confusion sur leur assignation. Le superviseur, Pierre Duval, un homme chauve au front perpétuellement plissé, jeta un regard aux jumeaux, puis à leurs billets que Sophie tenait toujours. « Qui a acheté ces billets ?» demanda-t-il, ignorant superbement les jumeaux pour s'adresser directement à Sophie. « Ils disent que leur père, mais il n'est pas à bord, » répondit-elle avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. « Il arrive, » insista Alia, la voix brisée par l'injustice. « Il termine un appel important au terminal. » Le pli sur le front de Pierre s'approfondit, creusant des sillons de suspicion. « Je vois. Eh bien, en attendant, peut-être devriez-vous attendre dans vos vrais sièges assignés. »« Ce sont nos sièges, » dit Amir, sa composure craquant enfin comme une digue sous la pression. « 3A et 3B. C'est écrit noir sur blanc sur les billets que vous tenez. » Les autres passagers observaient ouvertement la confrontation. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres curieux, et quelques-uns filmaient discrètement avec leur téléphone, capturant ce moment de haine ordinaire pour le poster sur les réseaux et allumer la mèche de la viralité. Pierre baissa la voix, mais ses mots étaient un poison suintant. « Écoutez, il y a clairement une erreur. Les billets de première sont très chers. Peut-être que votre père voulait de l'économie. » L'implication était claire comme de l'eau de roche. Des gens comme eux ne pouvaient pas s'offrir la première classe. C'était un luxe réservé aux Blancs, aux vrais clients. Le docteur Vasquez se leva d'un bond. « Excusez-moi, mais c'est ridicule. Leurs billets indiquent clairement la première classe. Sur quelle base les questionnez-vous? » Pierre se tourna vers elle avec un sourire étrange, paternaliste. « Madame, veuillez regagner votre siège. On gère la situation. »« Vous la gérez mal, » répliqua-t-elle, « et on sait tous pourquoi ces passagers-là sont ciblés. » Quelques murmures d'approbation fusèrent des sièges voisins, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise dans leur complicité passive. Le visage de Pierre se durcit comme du granit. « Madame, interférer avec l'équipage est contraire aux règlements fédéraux. Asseyez-vous immédiatement. » Le docteur Vasquez tint bon un instant, mais regagna son siège, les yeux rivés sur la scène comme un témoin oculaire prêt à témoigner. Pierre se tourna vers les jumeaux. « Je vais devoir vous demander de passer en économie jusqu'à ce qu'on clarifie. Le vol est complet
et on doit démarrer les procédures de départ. Mais ce sont nos sièges, protesta Aalia, des larmes de rage et d'humiliation perlant à ses paupières, son cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. Passez en économie de votre plein gré, ou on vous considérera comme perturbateur, déclara Pierre d'un ton plat implacable. À vous de choisir. L'injustice frappa Amir comme un coup de poing dans l'estomac. Ils n'avaient rien fait de mal, leurs billets étaient légitimes, leurs sièges assignés. Pourtant, on les traitait comme des parias pour oser occuper un espace où leur peau noire était une offense en soi. D'accord, lâcha-t-il enfin, se levant d'un bond, la voix tremblante de fureur contenue. Mais je veux vos noms et numéros d'employés. À tous les deux. Pierre ignora la demande, faisant signe à Sophie. Elle vous escortera vers des sièges libres en économie. Tandis qu'ils ramassaient leurs affaires, le docteur Vasquez sortit son téléphone. « Je documente tout cet incident », annonça-t-elle d'une voix claire. « Et je déposerai une plainte formelle auprès de la compagnie et de la FAA. » Pierre lui lança un regard d'avertissement, mais ne répondit pas. Plusieurs autres passagers avaient sorti leur téléphone, immortalisant l'exode forcé des jumeaux de leur trône volé. Humiliés et bouillonnant de rage, Aalia et Amir suivirent Sophie vers l'arrière de l'avion, conscients des dizaines de pères dieux qui les pistaient comme des proies, traçant leur retraite de cet espace privilégié qu'ils avaient payé de leur poche. Non, qu'ils avaient conquis par leur mérite. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était que Marc Julien venait de terminer sa visioconférence d'urgence et courait vers la porte d'embarquement, ignorant totalement l'enfer que vivaient ses enfants, une tempête qui allait bientôt l'engloutir et transformer sa colère en ouragan dévastateur. Le trajet de la honte de la première à l'économie sembla interminable, chaque pas dans l'allée étroite gravant une cicatrice brûlante dans la mémoire des jumeaux, tandis qu'ils passaient rangée après rangée sous les regards curieux, jugeants ou compatissants, qui les transperçaient comme des lames. Sophie les guidait avec une efficacité brusque, visiblement pressée de se débarrasser de ses problèmes, qui perturbaient sa routine aseptisée. « Ça devrait aller », dit-elle en s'arrêtant au rang 27, où 2 sièges centraux étaient libres dans une rangée bondée à craquer. Les compartiments supérieurs étaient déjà pleins à ras-bord. « Nos bagages cabine », fit remarquer Amir, la voix tendue. « Il y a plus de place ici. » Sophie jeta un coup d'œil dédaigneux à leur sac. « Ils devront être mis en soute au sol alors. »« Mais ils contiennent nos matériaux pour le concours », protesta Aalia, sa voix se brisant comme du cristal sous le poids de l'injustice. « On en a besoin avec nous. » Fallait y penser avant d'essayer de squatter des sièges que vous n'avez pas payés, marmonna Sophie, juste assez fort pour qu'ils entendent. Ces mots dégoulinants de venin raciste, insinuant qu'ils étaient des imposteurs, des gamins des ghettos osant envahir le royaume des élites blanches. Aalia se figea, le stress accumulé, l'humiliation et l'injustice de l'heure écoulée fracassant enfin sa façade composée. Des larmes jaillirent malgré ses efforts désespérés pour les retenir, coulant sur ses joues comme des rivières de lave en fusion. « On a payé ces sièges !» cria-t-elle, sa voix vacillante mais tonitruante, attirant les regards des passagers voisins. « Papa les a achetés! On avait les billets! Vous les avez vérifiés 3 fois! » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent devant l'explosion, surprise par cette rébellion chez une jeune fille de couleur. « Baissez immédiatement la voix ou je vous fais débarquer », siffla-t-elle, son masque professionnel se fissurant pour révéler la bigote enragée dessous. Amir, d'habitude le discret qui fuyait les confrontations, s'avança, son corps frêle tendu comme un arc. « Non, c'est faux, et vous le savez. Vous n'avez jamais questionné les autres comme ça. Vous n'avez forcé personne d'autre à bouger de ces sièges assignés. Juste nous. Pourquoi? Parce qu'on est noir, c'est ça? Parce qu'on ne ressemble pas à de la première classe? » Une hôtesse d'économie s'approcha, alertée par le tumulte, une jeune asiatique nommée Lee Nguyen, l'air inquiète entre les jumeaux et Sophie.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ces deux-là essayaient de s'asseoir en première sans billet correct, expliqua Sophie hâtivement, sa voix haut perchée par la panique. On les relocalise dans leur vrai siège. C'est un mensonge, tonna Amir, sa fureur jaillissant comme un geyser. On a des billets de première, elle le sait, l'agent de porte le savait. Ils ont juste décidé qu'on n'y appartenait pas. Li Nguyen hésita, son regard passant de l'un à l'autre, sentant l'odeur âcre du racisme dans l'air. « J'ai besoin de voir le capitaine », exigea Alia à travers ses sanglots, sa poitrine se soulevant en hoquet de rage. « C'est de la discrimination, et on ne va pas l'accepter comme ça. » Le visage de Sophie se durcit en un masque de pierre. « Ça suffit, vous causez un scandale. » Plusieurs passagers filmaient maintenant ouvertement. Un homme noir âgé se leva de son siège. « Laissez-les montrer leurs billets encore. Qu'est-ce que ça coûte? » « Restez assis, monsieur, » ordonna Sophie. « Ça ne vous regarde pas. » « Ça nous regarde tous quand on voit des gosses traités comme des criminels pour rien, » répliqua-t-il, sa voix grave résonnant comme un appel à la révolte. Du fond de l'avion, Pierre Duval revenait vers le bruit, suivi du docteur Vasquez qui refusait de laisser la situation dégénérer sans témoin. « Quel est le problème maintenant? » exigea Pierre en arrivant. « Il refuse de s'asseoir et incite les autres, » rapporta Sophie. « C'est pas vrai, » protesta Alia. « On veut juste nos sièges payés. » Pierre se pencha, baissant la voix en un murmure menaçant qui glaça le sang des jumeaux. « Écoutez bien, j'ai déjà contacté le marshal aérien à bord. Un mot de plus et vous êtes escorté hors de l'avion et ajouté à la liste des interdits de vol. C'est ce que vous voulez? » Les yeux d'Amir s'écarquillèrent d'horreur. La liste des interdits de vol signifierait rater le concours, tout leur travail, leur nuit blanche, anéantie par le préjugé de cet homme. Le docteur Vasquez s'avança. « C'est absolument inapproprié. Vous menacez des mineurs pour exiger un traitement équitable? Madame, c'est votre dernier avertissement. Retournez à votre siège, » aboya Pierre. « Ou quoi? Vous me débarquez aussi pour avoir vu du racisme, » défia-t-elle. La tension dans la cabine était électrique, palpable comme une tempête sur le point d'éclater. D'autres passagers prenaient parti, certains soutenant les jumeaux, d'autres se plaignant du retard. Pierre sortit sa radio. Sécurité à l'avion pour évacuation de passagers. Li Nguyen posa une main douce sur l'épaule d'Alia. « Peut-être asseyez-vous pour l'instant, et on règle ça en vol, » suggéra-t-elle gentiment. Vaincus et dévastés, les jumeaux hochèrent la tête. Quel choix avaient-ils? Ils ne pouvaient pas rater le concours. Leur équipe comptait sur eux. Leur école les portait au nu. Tandis qu'ils s'asseyaient à contre-cœur dans ces sièges centraux étroits, écrasés par la foule anonyme, une voix tonna du front de l'avion, fendant l'air comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec mes enfants? » Tout le monde se tourna pour voir un homme noir imposant, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, debout à l'entrée de l'appareil, son expression un mélange de confusion et de rage volcanique grandissante. Marc Julien était arrivé, et l'enfer allait se déchaîner. Marc Julien traversa l'allée de l'avion comme un ouragan déchaîné. Sa silhouette imposante de 6 pieds 2 pouces, drapé dans un costume anthracite taillé sur mesure qui soulignait chaque muscle tendu par la fureur, fendant la foule des passagers comme Moïse écartant les eaux de la mer Rouge. À 45 ans, avec ses tempes grisonnantes et son regard d'acier forgé dans les batailles corporatives impitoyables, il incarnait la rage d'un père noir qui avait vu trop de fois ses enfants piétinés par le talon de la suprématie blanche, et aujourd'hui, cette rage explosait en un feu nucléaire, prête à raser les illusions de politesse de cette cabine aseptisée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec mes enfants? » rugit-il à nouveau, sa voix grave résonnant contre les parois métalliques comme un verdict divin, faisant sursauter les hôtesses et figer les passagers dans un silence horrifié, leur téléphone toujours brandi, capturant ce moment où le monstre endormi se réveillait pour dévorer les coupables.
Alia releva la tête, ses larmes traçant des sillons salés sur ses joues, un mélange de soulagement et de honte la submergeant comme une vague, tandis qu'Amir, les poings serrés jusqu'à blanchir les jointures, se redressait dans son siège étroit, son cœur cognant comme un marteau-piqueur contre les murs de l'injustice. Sophie Moreau, cette vipère blonde au sourire empoisonné, pivota sur ses talons aiguilles, son visage passant du triomphe mesquin à une pâleur cadavérique en un battement de cils, tandis que Pierre Duval, le superviseur au front plissé comme une carte froissée, balbutiait une excuse incohérente, sa radio toujours en main, prête à invoquer la sécurité comme un bouclier contre la tempête qu'il avait lui-même déchaînée. « Monsieur, ces passagers, ils... » bégaya Pierre, sa voix chevrotant comme un moteur grippé, mais Marc l'interrompit d'un geste impérieux, ses yeux noirs vrillant l'âme de l'homme comme des lasers de jugement dernier. Ces passagers sont mes enfants, Alia et Amir Julien, 16 ans, en route pour un concours national en STEM, où ils représentent l'avenir que des raclures, comme vous essayez d'étouffer avant même qu'ils ne respirent. Et vous osez les traiter comme des voleurs, les traîner en économie comme des parias, les menacer de la liste des interdits de vol. J'ai entendu chaque mot de vos menaces sur la passerelle, et croyez-moi, ce n'est que le début de votre cauchemar. La cabine entière retint son souffle, l'air chargé d'électricité statique, de murmures étouffés qui enflaient comme une marée de solidarité naissante. Le docteur Elena Vasquez, cette lionne aux cheveux crépus en chignon royal, se leva à demi, son téléphone filmant toujours, ses yeux brillants d'une approbation farouche, tandis que l'homme d'affaires blanc de la porte d'embarquement, ce quinquagénaire au costume froissé par l'indignation, hochait la tête avec vigueur, son silence complice d'avant remplacé par une culpabilité brûlante qui le rongeait comme de l'acide. Marc s'avança, dominant Pierre de toute sa hauteur, son souffle chaud et furieux, effleurant le visage blême du superviseur. « Vos noms, numéro d'employé. Et je veux parler au capitaine maintenant, et ne me parlez pas de malentendus. J'ai enregistré chaque seconde depuis que j'ai posé le pied sur cette passerelle, et le monde entier va bientôt entendre comment Transair France, cette fierté nationale soi-disant égalitaire, traite ses citoyens noirs comme de la vermine. » Sophie recula d'un pas, trébuchant presque contre un chariot à boisson, son masque professionnel se fissurant pour révéler la panique crue d'une bigote prise la main dans le sac. Elle jeta un regard désespéré à Pierre, qui, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tenta une contre-attaque pathétique. « Monsieur, calmez-vous. C'était une procédure standard pour les mineurs non accompagnés. On ne peut pas risquer la fraude. »« Fraude ?» explosa Mars, sa voix montant en un crescendo qui fit vibrer les hublots, une fureur primitive, animale, surgissant des abysses de son passé. Des nuits à coder dans le froid d'un labo universitaire, des portes fermées par des investisseurs blancs qui le voyaient comme un risque, des promotions volées par des médiocres pâles. Vous accusez mes enfants de fraude parce qu'ils sont noirs et seuls? Vous les avez fouillés 3 fois au guichet, les avez traînés comme des criminels devant des dizaines de témoins, et maintenant vous inventez des procédures pour justifier votre racisme puant. Regardez autour de vous. Combien de blancs avez-vous checké comme ça aujourd'hui? 0. Parce que pour vous, un billet en première sur un noir, c'est forcément suspect, c'est ça? Comme si on ne pouvait pas s'offrir un siège sans le voler dans votre petit monde blanc immaculé. Les passagers éclatèrent en un chœur de murmures approbateurs, certains hochant la tête, d'autres filmant avec une frénésie accrue, le pêche première classe noire déjà en train de germer dans leurs esprits comme une graine de révolution. Lynn Nguyen, l'hôtesse d'économie aux traits asiatiques doux, posa une main tremblante sur l'épaule d'Alia, murmurant « Je suis désolé, c'est injuste », ses yeux emplis d'une empathie qui contrastait avec la laideur de Sophie, qui, dans un geste de désespoir absolu, s'approcha d'un passager qui filmait. Un jeune blanc aux lunettes épaisses, son téléphone brandi comme un étendard de vérité, et tenta de lui arracher l'appareil des mains. « Donnez-moi ça! Vous n'avez pas le droit de filmer l'équipage !» siffla-t-elle, ses ongles griffant l'air. Mais le jeune homme recula, protégeant son trésor numérique. « C'est pour la justice. Laissez-moi tranquille.
cria-t-il. Et en un éclair fou, Sophie, dans sa panique bestiale, arracha le téléphone et, d'un geste théâtral de destruction, l'écrasa sous son talon, l'écran se brisant en un millier d'éclats, comme son propre masque de respectabilité. Un hoquet collectif s'éleva de la cabine, une onde de choc de dégoût pur. Marc, les veines saillantes au cou, bondit en avant, empoignant le bras de Sophie avec une force contenue qui la fit couiner comme une fouine prise au piège. « Vous venez d'effacer une preuve, mademoiselle Moreau. Vous pensez que ça va vous sauver? J'ai mon enregistrement, et maintenant vous avez ajouté obstruction de justice à votre palmarès de racisme. » Pierre, sentant le vent tourner en tornade, activa sa radio d'une main fébrile. « Sécurité! Immédiatement! Intrusion et perturbation! » Mais avant que les renforts n'arrivent, une voix autoritaire tonna du cockpit. « Qu'est-ce qui se passe ici? Duval, Moreau, expliquez-vous. » Le capitaine, une latina nommée Isabella Ruiz, émergea, ses cheveux noirs tirés en un chignon sévère, son uniforme impeccablement ajusté, soulignant une présence qui imposait le respect, même dans ce chaos nauséabond. Ses yeux sombres balayèrent la scène, les jumeaux en larmes dans leurs sièges indignes, Marc vibrant de rage protectrice, Sophie haletante avec des éclats de verre à ses pieds, Pierre suant comme un coupable sous les projecteurs. « Capitaine Ruiz » intervint Marc, sa voix se modulant en un calme glacial, plus terrifiant que les cris. « Vos employés ont discriminé mes enfants ouvertement, les ont expulsés de leurs sièges payés, les ont menacés de police et de liste noire, et maintenant, l'une d'elles vient de détruire un téléphone pour cacher ses crimes. J'exige une explication et je veux que cet avion reste au sol jusqu'à ce que la direction soit informée. » Isabella Ruiz, habituée aux tempêtes en altitude mais pas à celle-ci, un ouragan de haine raciale qui souillait son ciel, pâlit légèrement mais tint bon, son regard perçant transperçant Pierre et Sophie comme des rayons X. « Détail complet, maintenant. Et arrêtez cette radio. Personne ne bouge tant que je n'ai pas tout. » Pierre balbutia une version édulcorée, omettant les insultes raciales, les fouilles excessives, les menaces, mais le docteur Vasquez se leva, sa voix claire et incisive coupant comme un bistouri chirurgical. « Capitaine, j'ai tout vu et filmé. Ces enfants ont été ciblés dès le guichet pour leur couleur de peau. L'hôtesse a insinué qu'ils avaient volé les billets, le superviseur les a accusés de fraude devant tout le monde, et ils ont été traînés en économie comme des déchets. J'ai essayé d'intervenir, et on m'a menacé moi aussi. C'est du profilage racial pur, et je témoignerai sous serment. » L'homme d'affaires blanc, se rachetant de son silence initial, ajouta d'une voix forte. « Moi aussi, capitaine. J'ai défendu ces gosses au guichet, et on m'a ignoré. C'est une honte pour Transair France. Comment voulez-vous que je recommande cette compagnie après ça? » Isabella Ruiz, son visage durcissant en un masque de dégoût professionnel, se tourna vers Sophie et Pierre, qui se recroquevillaient comme des feuilles mortes sous le vent. « Vous deux, dehors. Immédiatement. Je contacte la direction et demande du personnel de remplacement. Et vous, Monsieur Julien, veuillez accepter mes excuses les plus sincères. Ceci n'est pas tolérable. » Mais Marc n'était pas prêt à lâcher prise. Sa rage, loin de s'apaiser, enflait comme un feu de forêt, alimenté par les sanglots étouffés d'Aaliya, par le regard brisé d'Amir qui fixait le sol comme si le monde entier s'était effondré. « Des excuses? Capitaine, ce n'est pas suffisant. Mes enfants ont été humiliés publiquement, leurs bagages confisqués comme si c'était de la contrebande. Regardez. Leurs tablettes avec les présentations pour le concours sont en soute maintenant, peut-être déjà endommagées par vos procédures. Et cette garce, il pointa Sophie du doigt, sa voix tremblant d'une fureur qui faisait frémir l'air, vient de piétiner un téléphone pour effacer des preuves. C'est un crime, et je veux que la police aéroportuaire soit appelée, pas pour mes enfants, mais pour elle. Sophie,
les larmes aux yeux maintenant, de crocodile bien sûr, tenta une défense larmoyante. C'était un accident. Je paniquais, il criait. Vous paniquiez parce que vous saviez que vous étiez prise, rugit Marc, avançant d'un pas qui la fit reculer contre la paroi. Vous, avec votre accent parisien snob et votre badge Transair France, vous représentez la France des Lumières? Non, vous représentez la France des banlieues brûlées, des contrôles aux faciès, des flics qui tabassent des gamins noirs pour un regard de travers. Mes enfants ne sont pas des délinquants, ils sont des génies en herbe, et vous les avez traités comme des moins que rien, parce que leur peau ne colle pas à votre idée de premium. La cabine explosa en un tumulte de voix, des applaudissements sporadiques, des « hontes » lancées comme des grenades, le jeune blanc au téléphone brisé pleurant presque de rage, tandis qu'il jurait de poster ce qu'il avait sauvé sur les réseaux. Même Ling Wen, la douce hôtesse, murmura « C'est vrai, c'est du racisme », sa voix un filet de vérité dans ce océan de mensonges. Pierre, sentant la défaite, tenta une dernière parade désespérée. « Capitaine, ces enfants étaient suspects. Regardez leur âge, seuls, avec des billets chers. On a des directives pour les mineurs. » « Directives pour les mineurs noirs. Vous voulez dire ?» coupa Isabella Ruiz, sa voix tonnant comme un ordre de vol, ses origines latines la rendant hypersensible à ces poisons systémiques. « J'appelle la sécurité maintenant, et vous deux, vous êtes suspendus sur le champ. Monsieur Julien, vos enfants retournent en première immédiatement, et je m'assure personnellement que leurs bagages sont récupérés intacts. » Mais la fureur de Marc n'était pas encore apaisée. Il guida Alia et Amir vers l'avant, ses bras protecteurs les enveloppant comme un bouclier humain, ignorant les excuses balbutiées de Sophie qui ramassait les débris de son forfait avec des mains tremblantes. « Papa » murmura Alia, sa voix brisée par les sanglots. « Ils ont dit qu'on était des gamins des rues qui avaient truqué les billets, devant tout le monde. » « Je sais, ma chérie, » répondit Marc, sa voix un grondement sourd, « et ils vont payer pour chaque mot, chaque regard. Mais d'abord, on récupère ce qui nous appartient. » Arrivés en première, les passagers applaudirent leur retour, un mur de solidarité se dressant comme une forteresse. L'homme âgé en 3C, ce blanc réticent de tout à l'heure, se leva pour les laisser passer, marmonnant un « Désolé, j'aurais dû parler plus tôt », sa culpabilité un baume amer sur la plaie ouverte. Marc s'assit entre eux, son téléphone toujours en mode enregistrement, capturant les murmures, les regards, cette atmosphère changée où la honte collective pesait sur les coupables. Isabella Ruiz revint du cockpit, son visage grave. « La direction est en ligne. Ils veulent vous parler, monsieur Julien. Et j'ai demandé un marshal aérien pour escorter Moreau et Duval hors de l'avion. Pas pour vous, mais pour eux, vu la destruction de propriété. » Twist cruel. Alors que le marshal, un homme noir massif nommé Jamal Torres, montait à bord, il jeta un œil au billet des jumeaux, hocha la tête avec respect. « Valide à 100%. Et j'ai vu des vidéos circuler déjà sur les réseaux. Première classe noire est en train d'exploser. Vous avez tout mon soutien. » Sophie, entendant cela, blêmit davantage, réalisant que son geste destructeur n'avait fait qu'attiser le feu. Pierre, menotté symboliquement par le marshal pour obstruction, fut traîné dehors sous les huées, ses protestations noyées dans un océan de « Justice! Justice !» scandé par les passagers. Marc, sentant la rage se muer en stratégie froide, prit l'appel de la vice-présidente de Transair France, une voix parisienne polie mais paniquée, filtrant du haut-parleur. « Monsieur Julien, nous sommes horrifiés. Compensation immédiate. Miles, Voucher. » « Garde tes Voucher pour tes employés racistes, » coupa Marc, sa voix un fouet, claquant dans le silence. « Je veux des têtes qui roulent, une enquête interne. Et des changements systémiques, formation anti-biais obligatoire, reporting transparent des plaintes raciales, où je balance tout aux médias. Et crois-moi, avec mon réseau chez TechSecure, ce sera un scandale qui coulera ton empire. » La VP balbutia des promesses, mais Marc raccrocha,
se tournant vers ses enfants. « C'est pas fini. On va les faire plier. » Tandis que l'avion retardé d'1 heure attendait le nouveau personnel, 2 hôtesses repentantes qui s'excusèrent profusément en offrant des couvertures et des boissons, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des notifications sur les téléphones des passagers signalaient des partages viraux, des tweets enragés de célébrités françaises et américaines, un hashtag qui unissait les opprimés de Paris à Atlanta. Aaliyah, essuyant ses larmes, serra la main de son père. « Papa, et si on rate le concours à cause de ça? »« On ne ratera rien, » jura Marc, sa fureur se cristallisant en détermination d'acier. « Et quand on gagnera, parce qu'on gagnera, ce sera la plus belle revanche. » Mais au fond de lui, une twist plus sombre bouillonnait. Plus tard, en fouillant les dossiers de TechSecure via un appel à sa COO, il découvrirait que Sophie Moreau avait été une ancienne employée stagiaire chez eux, virée pour harcèlement racial contre des collègues noirs. Une coïncidence qui transformait cette humiliation en vendetta personnelle, attisant la flamme de sa rage jusqu'à l'incandescence. Le vol décolla enfin, mais la tempête n'était qu'à son zénith. En altitude, tandis que les rocheuses défilaient sous les ailes, Marc reçut un texto de Léa. Vidéo partout. Presse française en folie. Et devinez quoi? La direction de Transert a un historique de plaintes étouffées. On creuse? Sa réponse fut laconique. Creuse et prépare les avocats. Ces salauds vont saigner. Aaliyah, regardant par le hublot, murmura. C'est pas juste, papa. Pourquoi on doit toujours se battre pour ce qui nous revient de droit? Marc posa une main sur son épaule, sa voix un serment solennel. Parce que le monde est tordu, ma fille. Mais on va le redresser, à coups de marteau s'il le faut. Et quand on aura fini, plus un seul gamin noir ne pleurera dans un siège d'économie parce qu'un blanc a décidé qu'il n'y appartenait pas. La cabine, imprégnée de cette rage collective, vibrait d'une énergie nouvelle. Le docteur Vasquez, de l'autre côté de l'allée, leva son verre d'eau en toast silencieux, ses yeux promettant un témoignage qui pèserait des tonnes. Pierre et Sophie, deplanés et interrogés par la police aéroportuaire pour destruction de biens et suspicion d'abus de pouvoir, ruminaient déjà leur chute, ignorant que leur carrière venait de s'écraser comme un oiseau touché par la foudre. Et Marc, le cœur encore battant la chamade de cette fureur paternelle, savait que ce n'était que le prélude. La vraie bataille se jouerait à San Francisco, où les exécutifs de Transert attendraient, tremblants, pour négocier avec le diable qu'ils avaient réveillé. Mais oh, comme cette rage le rendait invincible, un colosse noir prêt à abattre les piliers de l'injustice, un par un, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur une égalité arrachée au prix du sang et des larmes. Tandis que le Boeing 787 fendait les nuages au-dessus des Rocheuses, son ronronnement mécanique un fond sonore moqueur face à la tempête intérieure qui ravageait Marc Julien, l'avion sembla soudain plonger dans une turbulence invisible, non pas celle des vents capricieux, mais celle d'une révélation qui transforma sa rage en un volcan en éruption, prêt à engloutir Transert France dans un flot de lave purulente. À 37 000 pieds, où l'air était censé être plus pur, plus égalitaire, les nouveaux membres d'équipage, 2 hôtesses repentantes au sourire forcé, une brune timide nommée Claire et une rousse nerveuse appelée Margot, s'activaient avec une politesse exagérée, offrant des repas gratuits, des casques premium et des vérifications incessantes auprès des Juliens, comme si des excuses en caviar pouvaient effacer les cicatrices fumantes laissées par Sophie Moreau et Pierre Duval. Mais Marc, assis entre Aaliyah et Amir, son corps tendu comme un arc bandé, ignorait ces offrandes empoisonnées. Son téléphone, toujours en mode enregistrement discret, capturait les murmures de la cabine, les regards obliques des passagers, qui maintenant les dévisageaient non plus avec suspicion, mais avec une pitié larmoyante qui ne valait guère mieux, comme si être victime de racisme était un spectacle à consommer, un épisode Netflix pour blancs bien pensants. « Papa », murmura Aaliyah,
sa voix encore rauque des sanglots étouffés, ses tresses bleues collées par les larmes séchées sur ses tempes, et nos bagages, nos tablettes avec les schémas pour le concours, si elles sont abîmées à cause de ces monstres. Amir, les lunettes de travers, serrait sa tablette de secours contre sa poitrine comme un bouclier, ses yeux sombres brillant d'une fureur juvénile qui le faisait ressembler à un jeune lion apprenant à rugir. Ils les ont jetés en soute comme de la merde, papa. Sophie a même ri quand j'ai protesté. Les gosses des banlieues n'ont pas besoin de gadgets high-tech, qu'elle a dit, assez fort pour que tout le monde entende. Marc sentit son sang se muer en acide, une brûlure corrosive qui remontait de son estomac jusqu'à sa gorge, où elle forma un nœud de haine viscérale. Ces mots, ces insinuations puantes de relégation sociale, de banlieue, ce mot français chargé de tant de préjugés, évoquant les émeutes de 2005, les contrôles aux faciès dans le métro parisien, les gamins noirs et arabes traités comme des suspects permanents dans la République une et indivisible qui ne l'était que pour les Blancs, le frappèrent comme un coup de matraque policière. Ils vont payer pour chaque syllabe, gronda-t-il, sa voix basse mais tonitruante, faisant sursauter Claire qui passait avec un plateau de jus d'orange. Et pour vos tablettes, je vais exiger qu'on les récupère à l'atterrissage, intactes, ou ce sera la guerre totale. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres tours en réserve. À peine avait-il prononcé ces mots qu'une hôtesse de soute, alertée par radio depuis le cockpit, grimpa l'escalier technique pour annoncer d'une voix chevrotante. « Monsieur Julien, vos bagages cabine ont été inspectés pour sécurité. On les ramène, mais il y a eu un incident. » « Un incident ?» explosa Marc, bondissant de son siège comme un prédateur, sa carrure imposante bloquant l'allée, forçant les passagers à se recroqueviller dans leurs bulles de cuir. « Qu'est-ce que vous avez fait à mes enfants à faire, bordel de merde ?» L'hôtesse, une petite blonde aux yeux fuyants, une autre Sophie en herbe, sans doute formée à l'école du déni français, balbutia. C'était une procédure. Pierre Duval a ordonné une fouille approfondie avant de les mettre en soute, pour fraude potentielle. Amir sauta sur ses pieds, son visage déformé par une rage qui le grandissait de 10 ans. « Fraude? Encore? Vous nous traitez comme des terroristes maintenant? Donnez-nous nos sacs! » Mais quand l'hôtesse revint, traînant les bagages cabinés raflés, cabossés comme après un passage à tabac, le cœur des Juliens se serra dans un étau de désespoir pur. La tablette d'Alia, sortie de force, gisait fissurée à l'écran, ses fichiers de présentation, ses heures de codage, ses graphiques ingénieux pour optimiser les réponses d'urgence en zones défavorisées, inspirés des émeutes françaises où les pompiers tardaient à venir dans les cités, corrompus, irrécupérable, des pixels brisés comme des rêves piétinés. « Non, non !» hurla Alia, arrachant l'appareil des mains tremblantes de l'hôtesse, ses doigts volant sur l'écran mort, des larmes fraîches cascadant sur le verre fêlé. « C'est tout notre travail, le concours. On va tout perdre à cause de vos porcs racistes. » Marc, voyant rouge, un rouge sanglant, le rouge de la Révolution française détourné en guillotine pour les oppresseurs modernes, empoigna le bras de l'hôtesse, pas assez fort pour blesser, mais assez pour la faire couiner. « Qui a fait ça? Duval? Cette salope de Moreau? Dites-le-moi, ou je descends en soute moi-même et je fracasse tout ce qui porte un badge transfert. » La cabine, ce théâtre de l'injustice, explosa à nouveau en un chaos symphonique. Des cris de « honte », des téléphones ressortis pour filmer cette nouvelle abomination, le docteur Vasquez se levant pour crier « C'est de la destruction intentionnelle de biens. Appelez la police, capitaine. Ces gens sont des criminels. » Et l'homme d'affaires blanc, se rachetant à grands cris, tonna. « J'ai vu Duval jeter les sacs comme de la poubelle. Il riait, le salaud. C'est pas une compagnie, c'est une milice raciste. » Isabella Ruiz, le capitaine, surgit du cockpit comme une furie, son visage latin crispé en un masque de fureur professionnelle, sa voix claquant comme un ordre de détournement.
Arrêtez tout. Hôtesse, expliquez cette inspection. Et où est Duval maintenant? Je veux sa tête sur un plateau. Mais le twist, ce poignard dans le dos, vint d'un appel radio paniqué de la tour de contrôle. Pierre Duval, interrogé au sol par la police aéroportuaire, avait craqué sous la pression, sa voix nasillarde filtrant dans la cabine via le haut-parleur du cockpit, un aveu qui transforma la rage en apocalypse. « Capitaine, c'est pas ma faute. J'ai reçu des ordres du siège à Paris. Directives internes pour contrôle renforcé sur les passagers à risque, code pour les Noirs et Arabes, pour éviter les plaintes comme celle de l'an dernier avec ce rappeur marocain qu'on a débarqué pour un billet suspect. La direction a dit « Profilage discret, pas de traces, pour se couvrir après le scandale des banlieues. » J'ai juste suivi. Un silence de mort s'abattit, plus assourdissant qu'une explosion, suivi d'un hurlement collectif de dégoût. Marc, les veines du cou saillantes comme des câbles d'acier, frappa du poing contre la coudoir, le cuir craquant sous l'impact, sa voix un rugissement primal. Des ordres du siège? De Paris, la ville des droits de l'homme. Qui ordonne du profilage racial systémique? Vous, Transair France, vous êtes une extension de l'État français. Contrôle au faciès sans vol. Maintenant, mes enfants ne sont pas des risques. Ils sont l'élite, des génies que votre République pourrie essaie d'étouffer avant qu'ils ne brillent trop fort. Je vais ruiner votre compagnie, exposer chaque mail, chaque directive, jusqu'à ce que vos actionnaires blancs fuient comme des rats d'un navire en feu. Alia, serrant les débris de sa tablette contre sa poitrine, sanglota. « Papa, nos algorithmes, tout est perdu, à cause de leur haine. » Amir, les yeux injectés de sang, cria. « C'est pas une erreur, c'est une guerre contre nous. Ils haïssent qu'on s'élève. » La cabine devint un chaudron bouillonnant, passagers hurlant. « Démission! Boycott Transair! » Le docteur Vasquez appelant déjà son réseau de médecins antiracistes, l'homme d'affaires postant en live sur LinkedIn. « Scandale en vol! Transair ordonne du racisme d'État! Première classe noire! » Et alors, le coup de grâce viral. Le jeune blanc au téléphone brisé, qui avait sauvé une vidéo partielle sur son cloud, la posta en urgence, l'image granuleuse de Sophie piétinant l'appareil, les cris d'Alia, l'aveu radio de Duval, et en quelques minutes, tandis que l'avion survolait le Nevada, les notifications explosèrent comme des grenades. Profilage Transair trending mondial, des millions de vues, des tweets enragés de stars françaises comme Omar Sy clamant « C'est la France d'en bas qu'on piétine encore ». Des influenceurs arabes et noirs unissant leurs voix en un chœur de fureur transatlantique. Marc, le cœur cognant comme un tambour de guerre, reçut un appel vidéo de sa COO, Léa Bertrand, son visage pâle mais déterminé emplissant l'écran de sa tablette. « Marc, c'est l'enfer ici. Les vidéos font le buzz. CNN France, Le Monde en direct, même BFM, titre « Racisme en cabine ». Transair sous le feu. Mais écoute ça, on a hacké, légalement, via nos contacts, leur mail interne. Duval n'est que la marionnette. C'est la direction qui tire les ficelles. Et pire, il contacte le département de la Défense pour saboter notre contrat d'Audi. Risque de controverse raciale avec TechSecure, qu'ils disent, pour nous faire blacklister comme instables. Ils veulent nous couler avant qu'on les attaque. Marc sentit le monde basculer, sa rage atteignant un pic stratosphérique, un hurlement intérieur qui menaça d'imploser l'avion. Transair, non contente de détruire les rêves de ses enfants, s'attaquait maintenant à son empire, à l'héritage qu'il bâtissait pour eux, ce contrat d'OD, clé de voûte de TechSecure, arraché à des années de lutte contre des concurrents blancs qui le sous-estimaient. Ces fumiers, ils transforment un viol racial en guerre économique. Léa, mobilise les avocats, contacte nos alliés au Pentagone, dis-leur que c'est du sabotage pur et prépare une contre-attaque. On publie tout. Leurs directives, leurs mails, jusqu'à ce que le gouvernement français intervienne et les nationalise en ruine.
Léa hocha la tête, ses yeux flamboyants d'une loyauté farouche. Déjà fait. Et les jumeaux? Leur doc? Détruit, cracha Marc, la voix brisée par une fureur qui le faisait trembler. Mais on va reconstruire, et quand on gagnera ce concours sans nos originaux, avec des backups mentaux parce qu'ils sont des Juliens, ce sera une victoire qui les hantera éternellement. Isabella Ruiz, écoutant depuis le cockpit, s'approcha, son visage grave. « Monsieur Julien, j'ai entendu l'aveu de Duval. En tant que capitaine, je refuse de voler pour une compagnie qui ordonne ça. À l'atterrissage, je dépose ma démission en public. Et pour vos enfants, je témoigne, c'est systémique, pas isolé. » La solidarité enflait comme une marée noire, engloutissant les coupables. Des passagers, anonymes mais enragés, offraient leur tablette de secours. Un ingénieur blanc murmurant « Utilisez la mienne, j'ai codé pire sous pression », tandis que le docteur Vasquez proposait « Je connais des experts en récupération de données, on sauve ce qu'on peut ». Mais l'indigné de Marc culminait en un serment silencieux, un vœu de vengeance biblique. Il imaginait déjà les exécutifs de Transair, ces cols blancs parisiens si fiers de leur tour Eiffel, se tordant dans leurs bureaux haussmanniens, leurs actions plongeant comme un avion en piqué, leur carrière pulvérisée par la vague « Ad Justice Julien » qui déferlait maintenant sur TikTok, avec des millions de vues en heure, des stories d'enfants noirs racontant leurs propres humiliations en TGV ou à Orly. Alia, ravalant ses larmes, tapa frénétiquement sur une tablette prêtée, recréant de mémoire leurs algorithmes, ses doigts volant comme des ailes de feu. « On va les battre, papa, pas pour nous, mais pour tous les gosses qu'ils ont brisés. » Amir acquiesça, sa voix un murmure de tempête. Et quand on exposera leurs ordres, la France entière saura que la République est pourrie de l'intérieur. Marc, les yeux rivés sur le hublot où San Francisco scintillait comme un mirage de justice, sentit sa rage se cristalliser en lame aiguisée. Le contrat DOD menacé, il le transformerait en arme, appelant ses contacts au Sénat français et américain pour une enquête conjointe sur le racisme d'État en aviation. Les notifications continuaient d'affluer, un mail de l'avocat de TechSecure, preuves compilées, on les assomme au civil et pénal. Un tweet viral d'une ministre française antiraciste. Transair doit répondre. Aspa de racisme en vol. Et au milieu de ce maelstrom, un dernier twist, un coup de poignard final. Un passager, un journaliste freelance nommé Raoul, s'approcha discrètement, son téléphone tendu. « Monsieur Julien, j'ai filmé l'aveu radio en entier. Duval a nommé des VP impliqués. On publie ensemble, ça va faire sauter des têtes à Paris. » Marc le dévisagea, sa fureur se muant en un sourire carnassier, le sourire d'un loup qui sent le sang. « Publiez, et joignez-vous à nous, la chasse est ouverte. » Tandis que l'avion amorçait sa descente vers l'aéroport de San Francisco, où une escouade d'exécutifs Transair tremblait déjà dans une salle VIP, attendant de négocier avec le démon qu'ils avaient invoqué, Marc serra ses enfants contre lui, sa voix un grondement prophétique. « Ils ont détruit vos docks, menacé notre avenir, ordonné la haine comme une politique d'État. Mais nous, on va les reconstruire plus forts et les enterrer sous le poids de leur propre pourriture. La France des Lumières, on va l'allumer d'un feu qu'ils n'oublieront jamais. » La cabine, imprégnée de cette rage collective, vibrait d'une énergie insurrectionnelle, des chants spontanés de liberté, égalité ou la mort. Twist français dans ce ciel américain, s'élevèrent un hymne à la révolte qui fit blêmir les hôtesses restantes. Et au sol, tandis que les roues touchaient de la piste dans un crissement triomphal, Marc savait que la bataille n'était pas finie. C'était la guerre. Une croisade contre l'hypocrisie tricolore, où chaque tweet, chaque témoignage, chaque larme d'Alia serait une balle dans la chambre d'un fusil chargé de justice. Transair France, empire des cieux, venait de rencontrer son némésis noir, et les cieux tremblaient déjà.
La salle de conférence privée de l'aéroport international de San Francisco bourdonnait d'une tension électrique, comme si les murs eux-mêmes transpiraient la sueur froide des exécutifs de Transair France, ces cols blancs parisiens, aux cravates Hermès trop serrées. Assis de l'autre côté de la table en acajou lustré, leurs visages pâles comme des masques de cire, fondant sous la flamme de la rage de Marc Julien. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce vol infernal, 3 mois où la fureur de Marc avait mûri en une arme nucléaire, une croisade qui avait secoué les fondations de l'Empire aérien français, transformant un incident isolé en scandale national qui faisait trembler le Quai d'Orsay et les conseils d'administration de la Bourse de Paris. De l'autre côté, les Juliens, Marc au centre, flanqué d'Aalia et Amir, désormais 17 ans, leurs regards aiguisés comme des lames forgées dans l'acier de l'humiliation, étaient entourés de leurs avocats impitoyables, Jacques Lefebvre et Priya Singh, 2 requins légaux qui avaient disséqué les preuves comme des chirurgiens en pleine autopsie d'un cadavre raciste. Patricia Laurent, vice-présidente de l'expérience client chez Transair, une quinquagénaire aux cheveux teints en blond platine et au sourire de requin carnassier, ouvrait la bouche pour réciter son script corporate. Mais Marc l'interrompit d'un geste sec, sa voix un grondement sourd qui fit vibrer les verres d'eau sur la table. « Épargnez-moi vos profondes excuses, Madame Laurent. Vos valeurs d'inclusion, que vous vantez dans vos pubs avec des noirs en fond d'écran pour cocher la case diversité, c'est de la merde en barre. Mes enfants ont été traînés comme des chiens, leurs rêves brisés par vos contrôles renforcés. Ces ordres du siège pour profiler les à risque, code pour noirs et arabes, comme l'a avoué votre Larbin Duval avant de se suicider médiatiquement. Et maintenant, vous voulez m'acheter avec un chèque à 6 € et un NDA pour étouffer tout ça? Allez vous faire foutre! » La pièce explosa en un silence assourdissant, Patricia rougissant comme une pivoine sous le regard incandescent de Marc, tandis que Thomas Bertrand, le directeur juridique, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or, balbutiait. « Monsieur Julien, c'est une offre généreuse. 750 000 €, plus des vols gratuits à vie. »« Gratuits ?» rugit Marc, bondissant sur ses pieds, sa silhouette imposante projetant une ombre menaçante sur la table, faisant reculer les exécutifs comme des ombres fuyant la lumière. Vous pensez que des miles vont réparer les nuits où Aalia pleurait en recréant ses algorithmes fissurés par vos porcs en uniforme? Ou les cauchemars d'Amir, hantés par les rires de Moreau qui les traitait de gamins des banlieues? Non, ce que je veux, c'est votre peau, systémique, pas une tape sur les doigts. Formation anti-biais trimestrielle pour vos 25 000 employés, menée par des experts indépendants comme le Dr Vasquez, qui a témoigné devant le Congrès américain et l'Assemblée nationale française. Un conseil de surveillance indépendant avec des représentants des banlieues, des associations comme SOS Racisme et Black Lives Matter France pour auditer chaque plainte. Reporting transparent des incidents, publié trimestriellement, et un fonds de 25 millions d'euros pour financer l'équité dans les transports. Bourse pour les gosses noirs en STEM, programme contre le profilage dans les aéroports. Ou on va en justice. On publie chaque mail, chaque directive raciste, et on vous enterre sous une classe action avec des milliers de victimes, comme ce rappeur marocain que vous avez débarqué l'an dernier pour un billet suspect. Aalia, sa voix chevrotante mais acérée comme une lame, intervint, ses tresses bleues cascadant comme un étendard de défi. Et pour nos tablettes détruites, nos présentations pour le concours perdues parce que vos sécurités ont tout fracassé, on a dû recoder de 0 en dormant 3 heures par nuit pendant que vos actionnaires sirotaient du champagne à Roissy. Amir, les poings serrés, ajouta d'un ton qui fit blêmir Thomas. Et le sabotage de notre contrat DOD, vos mails pour nous blacklister comme instable ratio? C'était pas assez de nous humilier. Il fallait couler TechSecure pour qu'on ferme notre gueule? Priya Singh, l'avocate aux yeux de braise, distribua un dossier massif. Cadre pour une expérience client équitable.
Ces pages remplies de preuves irréfutables. Enregistrements audio, vidéos virales avec 500 millions de vues, témoignages de 200 victimes et même des leaks internes révélant que le PDG sortant, Henri Duval, frère de Pierre, twist familial diabolique, avait personnellement validé les directives à risque pour protéger la marque après des plaintes étouffées. Patricia, suant maintenant comme un politicien pris en flagrant délit, tenta une parade. C'est ambitieux, on a déjà des formations diversité. Vos formations à la con? Explosa Marc, sa fureur atteignant un crescendo qui fit trembler les vitresses blindées de la salle, un hurlement primal qui évoquait les émeutes de 2005 en banlieue parisienne, où la France des Lumières avait brûlé sous le poids de son hypocrisie. Celles où vos employés apprennent à sourire pour les caméras mais à fouiller les noirs en douce? Non! Implémentez ça ou on appelle notre allié au Sénat français, la sénatrice Aïcha Diallo, qui prépare une loi anti-profilage aérien inspirée de notre cas, avec amende de 10 millions par incident. Et croyez-moi, avec le hashtag #transfert raciste qui paralyse vos réservations, moins 40% en Europe. D'après vos propres chiffres leakés, vous n'avez pas le choix. La sénatrice Diallo, cette femme sénégalaise au franc-parler légendaire, entra alors dans la salle comme un ouragan berbère, flanqué de journalistes de France 24 et du New York Times, son tailleur wax claquant comme un drapeau de révolte. Twist magistral. Elle avait été contactée par le docteur Vasquez et avait volé incognito sur Transair pour tester leur procédure, subissant un contrôle au faciès à Orly qui l'avait fait bouillir. « Messieurs, dames de Transair », tonna-t-elle, sa voix résonnant comme un appel à l'insurrection. « Votre compagnie est une honte pour la France. J'ai vécu votre racisme en chair et en os, fouillé comme une suspecte parce que profil à risque, et maintenant, avec les preuves des Juliens, ma loi passera. Obligation légale pour toutes les compagnies d'audit anti-billets ou saisie d'actifs. Signez ce cadre ou préparez-vous à la nationalisation forcée pour échec à l'égalité républicaine. » Les exécutifs s'effondrèrent comme un château de cartes sous un ouragan. Patricia signant d'une main tremblante le document, des larmes de crocodile coulant sur ses joues poudrées, tandis que Thomas marmonnait « C'est accepté, mais le fonds à 20 millions max, 25 ou rien. » Coupa Marc, sa rage se muant en triomphe vengeur, un sourire carnassier étirant ses lèvres. Et le PDG Duval, il démissionne aujourd'hui pour raisons personnelles. On sait tous que c'est pour couvrir ses arrières dans l'enquête pénale que la justice française a ouverte sur vos directives. Twist final, explosif comme une bombe à retardement. À peine les signatures sèches, un communiqué de presse fusa sur les écrans. Henri Duval, rattrapé par les leaks familiaux, Pierre avait tout balancé en pli à bargaine pour éviter la tôle. Annonçait sa démission immédiate, accusé de conflit d'intérêts, mais tous savaient. C'était pour le rôle central dans le réseau de profilage, un scandale qui fit plonger les actions de Transair de 25% en bourse, un krach boursier qui enrichit les short-sellers et appauvrit les petits actionnaires innocents, une justice poétique qui fit jubiler Marc en silence. 3 mois plus tard, dans les locaux rutilants de TechSecure à Atlanta, Marc se tenait au podium, face à une salle comble d'employés, de médias et d'invités spéciaux, le mur derrière lui arborant les logos entrelacés de TechSecure et Transair France, un symbole de réconciliation forcée né de la fureur. Aujourd'hui marque un tournant, déclara-t-il, sa voix grave portant comme un verdict historique, faisant taire la foule en un battement de cœur. Il y a 3 mois, mes enfants ont été martyrisés par une compagnie qui se prétendait française, égalitaire, inclusive, mais qui ordonnait en secret la haine raciale depuis les bureaux haussmanniens de Paris. Questionnés, humiliés, menacés, leurs rêves brisés par des contrôles qui n'étaient que du lynchage moderne. Devant un chèque obscène pour notre silence, nous avons choisi la guerre. Pas pour l'argent, mais pour arracher des changements
qui protégeront les prochains. La salle, imprégnée d'une énergie électrique, applaudit comme un tonnerre. Au premier rang, Alia et Amir, rayonnant dans leur tenue de jeunes innovateurs, flanqués du docteur Vasquez et de la sénatrice Diallo, qui hochait la tête avec fierté. La nouvelle PDG de Transer, Catherine Moreau, ironie du sort, homonyme de l'hôtesse déchue, mais une femme noire aux dreads argentés, nommée pour redorer l'image, s'avança au podium, son accent parisien teinté de banlieue résonnant comme un appel à la rédemption. Ce qui est arrivé aux Juliens a exposé nos plaies purulentes, un racisme systémique ordonné du sommet, étouffé par des NDA et des formations bidons. Au lieu de minimiser, nous avons transformé formations anti-biais obligatoires pour tous nos 25 000 employés, par des experts comme le docteur Vasquez, un conseil indépendant avec SOS Racisme et BLM France pour traquer les plaintes, reporting public trimestriel, et un fonds de 25 millions d'euros pour l'équité aérienne, bourse STEM pour les jeunes des cités, programme anti-profilage dans les hubs comme Roissy et CDG. Elle n'ajouta pas, mais tous le savaient, que Sophie Moreau et Pierre Duval avaient été virés avec ignominie, forcés à des programmes de justice restaurative où ils affrontaient leurs victimes, des séances où la haine se muait en honte cuisante. Pierre, brisé, avait même témoigné contre son frère Henri, scellant le scandale familial. Marc reprit le micro, sa fureur d'alors canalisée en triomphe. Cette alliance va plus loin. TechSecure signe un contrat cybersécurité de 5 ans avec Transer, sécurisant vos systèmes. Ironie. Nous protégeons maintenant ceux qui nous ont attaqués. Et le contrat DoD, sécurisé malgré vos sabotages, car l'intégrité paie plus que la lâcheté. Il invita Alia et Amir au podium, ses jumeaux transformés par le feu, leur voix un duo de vengeance poétique. Il y a 3 mois, on visait juste le concours, commença Alia, ses yeux brillants de larmes triomphantes. Qu'on a gagné, premier pour notre algo d'urgence en zones oubliées, comme les banlieues en feu. Amir ajouta, un sourire féroce. Mais ce vol nous a appris. Face à la haine, on ne plie pas, on contre-attaque. On lance la Fondation Julien pour les jeunes noirs en STEM et contre la discrimination. Mentorat dans 25 écoles de France et USA, fonds pour les victimes de profilage. La sénatrice Diallo les rejoignit, annonçant « Grâce au Julien, ma loi anti-profilage aérien passe au Parlement français. Amende massive, audit obligatoire, c'est leur rage qui a allumé ce feu. » La présentation culmina par la signature du contrat et un ruban symbolique sous les flashs des médias. Pendant le cocktail, des journalistes assaillirent Marc. « Vaut-il le risque pour vos affaires? » « Le risque, rit-il, amer. Certains board members ont flippé pour le DoD, craignant le côté race. Mais plier, c'est trahir mes gosses, ma lignée. Et regardez, nos actions ont grimpé de 30%, car la justice vend. Ce soir-là, à l'aéroport d'Atlanta, les Juliens approchèrent du comptoir première classe. Ironie, le même terminal où tout avait commencé. L'agent, une noire aux dreads, sourit. Les Juliens, un honneur. Derrière elle, un poster clamait. Chez Transer, tout le monde appartient à la première classe. Pas de fouille, pas de regard. Les jumeaux marchèrent tête haute, Alia chuchotant. Ça durera. Marc répondit, sa voix un serment. Le changement est fragile, comme une loi votée à la va-vite. Il y aura des rechutes, des Duval cachés. Mais une fois vu l'impossible, une cabine s'enchaîne, impossible d'accepter moins. On a allumé le feu, maintenant on veille à ce qu'il brûle les vieux démons. L'équipage diversifié les accueillit. La capitaine, une noire parisienne, serra leurs mains. Votre courage a sauvé notre ciel. Installée sans heurte, Alia se pencha. Papa, c'était la haine qui nous a unis. Marc hocha la tête, regardant les lumières d'Atlanta s'estomper. Et la haine paiera toujours, par notre triomphe. Derrière, les réformes coulaient comme un fleuve en crue.
Plaintes en hausse mais résolues, fonds distribués à des gosses des cités codant des rêves. Devant, Washington les attendait pour des auditions au Congrès. Le monde n'était pas guéri, la France des banlieues brûlait encore, mais ce vol avait fissuré le système, un début sanglant vers un ciel où nul ne questionnerait plus un billet noir en première. Et dans ce triomphe amer, la rage des Juliens résonnait comme un hymne. Justice, non par pitié, mais par vengeance forgée dans le feu. Si cette histoire vous a fait bouillir, likez pour Justice aérienne et commentez Justice, votre histoire courte, comme Justice, contrôlée à Roissy pour ma peau. Abonnez-vous pour plus de feu qui consument l'injustice. Votre voix, c'est la prochaine révolution. Cette histoire des Juliens nous plonge dans l'abîme de l'injustice, un gouffre où la rage bouillonne comme un volcan sous la croûte polie de notre République. J'ai ressenti une fureur viscérale devant cette discrimination flagrante, ce profilage racial qui soile les cieux de Transfer France, rappelant les ombres des banlieues en feu de 2005. Voir Alia et Amir, ces jeunes prodiges, traînés comme des parias, leurs rêves brisés par des ordres haineux du sommet, m'a noué la gorge d'une indignation fraternelle, car en France, où l'égalité est un serment sacré, tolérer cela, c'est trahir les Lumières. Mais de cette noirceur jaillit une leçon lumineuse, à tisser dans le quotidien. Face à l'injustice, ne pliez pas, documentez, unissez-vous. Comme Marc Julien, transformez la colère en arme stratégique, un enregistrement, un hashtag, une alliance avec la loi. Dans la vie, que vous soyez à Paris ou Atlanta, défendez votre place avec la dignité d'un Zola accusant l'antisémitisme ou d'une Simone Veil luttant pour les droits des femmes. La persévérance forge l'égalité, elle nous enseigne que la fraternité se gagne par le combat, non par la complaisance. Appliquez cela, parlez, agissez, votez pour des lois anti-profilage. Car la République n'est pas un héritage passif, mais un feu qu'il faut entretenir. Si cette fable vous a ému, likez pour hurler « Justice aérienne ». Partagez pour propager la flamme, abonnez-vous pour plus de récits qui éveillent les consciences et commentez « Justice », votre histoire d'injustice, pour unir nos voix. Ensemble, volons vers un ciel sans chaîne.